Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui autour du sujet CSRD et les outils EPM. Euh, donc je me présente, je suis Gérald Pranger, je travaille chez Cli Performance, je suis manager dans la partie conseil, donc j'interviens notamment sur des missions d'aide au choix d'outils EPM. Je porte également l'offre que, en tant qu'intégrateur, nous avons vis-à-vis de reporting ESG, problématiques ESG sur ces mêmes EPM. J'anime également en interne la démarche que nous avons en tant qu'intégrateur responsable autour des sujets ESG. Et pour compléter cette introduction, moi j'ai un passé plutôt de financier, une expérience en finance assez longue dans les matériaux de construction, durant laquelle j'ai également été exposé, entre guillemets, à des différents sujets tournant autour de la RSE, des sujets très concrets d'économie circulaire, d'émissions carbone, le tout avec une casquette finance. Ce que je vous propose en termes d'agenda pour ce webinaire, donc 4 temps. Le premier autour de présenter CLI, quel est notre savoir-faire et quelques chiffres. Et puis ensuite, rapidement, on passe sur quelques éléments autour de la CSRD et de la stratégie ESG pour se pencher dans le cœur du sujet, comment les EPM, comment ces outils à l'origine conçus pour un besoin finance peuvent répondre à ces nouveaux défis autour de l'ESG. Et puis, la démarche Insight ESG que Cli Performance propose autour de ces sujets, ces enjeux et ces besoins de reporting. J'ajouterai avant de démarrer que vous avez la possibilité, bien sûr, d'utiliser le chat pour poser toutes les questions que vous souhaiteriez aborder. Je vais dérouler l'ensemble de la présentation et on prendra quelques minutes en fin de présentation pour regarder et répondre à vos différentes questions. En quelques mots concernant CLI, donc CLI Performance, c'est un intégrateur de solutions de reporting qu'on appelle des EPM, Enterprise Performance Management. L'ADN de CLI Performance en tant qu'intégrateur, c'est sur les domaines financiers, consolidation statutaire, consolidation de gestion, élaboration budgétaire, forecast, voilà, tous ces sujets qui sont voilà, des piliers incontournables dans le domaine finance. Et au travers de ces sujets, CLI Performance est présent sur 3 activités. Donc une activité de conseil, notamment autour des choix d'outils, une activité de projet, donc de mise en œuvre concrète des besoins fonctionnels au travers des EPM, de façon à ce qu'ils donnent corps et donnent vie finalement à une vision et à un besoin de reporting. Et puis une fois que les projets sont live, qu'ils tournent, qu'ils répondent aux besoins, on a également une activité autour de la maintenance applicative SMA, pour suivre dans le temps les évolutions, également les mettre en œuvre, les tester, etc. etc. CLI Performance est un intégrateur, donc pas un éditeur. On travaille néanmoins avec 4 éditeurs avec lesquels on a des partenariats solides, donc Board, Tagetic, OneStream et Oracle. Et voilà, CLI Performance, depuis un peu plus de 20 ans, intervient sur tous ces sujets. Et en tant qu'organisation, on est également détenteur ou accrédité sur un label numérique responsable. Ça, c'est dans la démarche RSE et ESG que nous poursuivons en tant qu'intégrateur responsable, qui est un sujet qui, pour nous, est important. Comment concilier des objectifs de performance avec une démarche raisonnable et raisonnée d'un point de vue, notamment consommation de ressources. Et j'ajouterai pour finir sur CLI Performance, aujourd'hui on est un peu plus de 120 consultants dédiés à l'ensemble de ces sujets et nous avons réalisé un grand nombre de projets depuis que nous intervenons sur le sujet des EPM. En termes de stratégie ESG et la CSRD qui est, comme vous le savez tous, complètement au cœur de l'actualité maintenant, quelques mots sur finalement l'ensemble de cette démarche
et après comment elle se lie finalement avec ce que les EPM vont pouvoir apporter. Donc, dans la démarche ESG, dans notre lecture, il y a deux grandes phases. Il y a une phase que j'appelle la revue stratégique, dans laquelle, là, le plus grand enjeu, ça va être sur la base de son contexte et de sa compréhension de son contexte en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, que groupe, euh, de bien déterminer au travers de son activité quels sont les principaux enjeux ESG, lesquels sont plus prioritaires que d'autres, quels sont les impacts, dans un sens, de l'activité sur l'environnement, quels sont les risques et les opportunités que l'environnement, les parties prenantes peuvent déclencher sur l'activité de l'entreprise elle-même, et bien sûr une compréhension de ces parties prenantes. Donc toute cette partie-là, elle est pour moi stratégique au sens où elle engage en fait une organisation qui démarre une démarche ESG sur une vision vraiment stratégique de quelle peut être sa performance globale, ou bien au-delà de la performance financière. En sortie de cette phase, l'entreprise détermine quels sont les indicateurs qu'elle va donc devoir retenir parce qu'ils sont pertinents suite à ces différentes analyses d'impact, de risque et d'engagement et de trajectoire qu'elle a déterminées lors de cette revue. Durant cette phase, il y a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui permettent d'accompagner ce type de réflexion, des outils qui permettent de faire une cartographie des risques, des outils qui permettent de définir des enjeux de matérialité, des outils qui permettent de mesurer. Hein, c'est important d'avoir des mesures dans l'existant pour savoir finalement quel est le gap qui sépare par rapport à une vision ou une cible. C'est par exemple aujourd'hui assez répandu d'avoir des calculateurs d'émissions CO2. Donc voilà, tous ces outils, vous en connaissez sûrement un grand nombre aujourd'hui. C'est ce que j'ai appelé les pure players ESG qui vont accompagner la démarche complète de bout en bout. Et à l'issue de cette démarche, quand on en est au stade où on a en main, au travers de sa vision, des choses plus concrètes, quels indicateurs, quelles cibles, comment je dois les définir, quels enjeux, quel plan d'action, eh bien, on passe dans une deuxième phase qui est là très concrète, c'est avec quels outils je vais pouvoir suivre tous ces indicateurs, ces enjeux. On est dans une phase d'outillage, d'organisation de process, finalement de délivrer quelque chose qui va permettre de faire vivre la vision qu'on a définie dans la phase un peu stratégique. Donc dans cette partie-là, c'est là où on va trouver notamment les EPM, donc EPM pour Enterprise Performance Management, qui sont à l'origine des outils qui permettent de répondre à des problématiques de reporting financier. Et ce que je vais vous présenter dans les slides qui suivent est orienté sur le concept que ces EPM, avec tout ce qu'ils proposent, ils sont parfaitement en capacité d'accompagner et de donner corps à des besoins, de répondre à des besoins autour du reporting ESG, CSRD ou autres cadres de référence. On verra qu'il y a d'autres outils qui permettent de le faire. Je l'évoquerai un peu à la fin dans notre propre démarche. Mais les EPM sont clairement une catégorie qui aujourd'hui a un certain nombre d'atouts pour répondre à des besoins autour du reporting et du pilotage. Quelques mots très rapides parce que je pense que c'est commence à être bien connu par tous ceux qui s'intéressent au sujet. La CSRD et les ESRS, donc la CSRD, c'est la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive, hein, qui fixe un grand cadre d'action, qui est un des multiples leviers de l'Europe dans le cadre du Green Deal, qui date d'il y a quelques années. Plus concrètement, cette CSRD, elle a été déclinée par l'organisme qu'on connaît aussi, bien sûr, beaucoup côté finance en termes de principes, qui est l'EFRAG, en des normes très concrètes, donc qui sont les European Sustainability Reporting Standards, ESRS, qui ensuite passent pour le cas de la France, le Code du commerce, et puis dans les différents États membres. La France a déjà passé tous
ces éléments des ESRS dans le Code du commerce fin 2023. Donc, voilà, on a transcrit l'ensemble de ce corpus au niveau français. Ces ESRS, bon, comme vous le savez, il y en a 12, hein, il y a 12 normes, 4 grands objectifs: assurer la comparabilité entre les acteurs. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'indicateurs qui sont à ce stade non sectoriels. Avoir une ambition de grande qualité de l'information. Et donc là, on fait le pont aussi avec ce qu'on connaît en finance déjà depuis un certain nombre d'années en termes de maturité, qualité, fiabilité de l'information. C'est un grand enjeu et une grande ambition de ces ESRS. Une auditabilité des données qui sont collectées dans ces ESRS, à la fois parce que ça permet de rendre le processus robuste, et surtout parce que ces données, elles ont vocation bien sûr à être publiées avec un niveau d'exigence également comparable à ce qu'on connaît classiquement en finance. Ces normes CA, j'ai indiqué qu'il y en avait 12. Comme vous le savez, elles sont, voilà, les 12 sont réparties en 3 grands domaines: environnement, social, gouvernance. Il y a 2 points qui me semblent importants par rapport à la démarche que j'évoquais sur voilà, j'ai un travail d'analyse un peu stratégique qui m'incombe quand je prends le sujet de mon besoin de reporting lié à la CSRD. Il y a 2 choses qui sont importantes et qui sont vraiment différentes de ce qu'on peut connaître en finance. Et le premier, c'est ce concept de double matérialité que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure sous l'angle quels sont mes impacts, quels sont mes risques et mes opportunités, hein, qui fonctionnent dans les 2 sens: entreprise vers environnement et environnement vers l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un filtre très important dans la démarche. On a coutume de dire qu'aujourd'hui, la CSRD et les ESRS, c'est un gigantesque nombre d'indicateurs, hein, plus de 1000 fameux data points. La double matérialité, elle permet justement d'adapter ce gisement d'indicateurs qui, en fonction des cas, bien sûr, et de son secteur d'activité, on peut se retrouver avec 700, 800, mais dans d'autres cas, on peut se retrouver avec 100 ou 150 indicateurs. Ça, c'est très, très variable. Et donc, la double matérialité, c'est vraiment un paramètre clé dans la compréhension de ces ESRS et du travail qu'il y a à faire autour avant d'arriver à, entre guillemets, la liste des indicateurs qui sont pertinents pour son activité. Et puis, il y a un deuxième point qui est important, qui est assez différenciant par rapport à la finance, c'est que les ESRS, ils sont sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder que les indicateurs qui concernent l'entreprise. Il y en a bien sûr une majorité qui vont concerner l'entreprise, mais pas que. Il y a aussi des parties prenantes. Dans la partie sociale, notamment, il y a tout un chapitre sur les effectifs de la chaîne de valeur de l'entreprise, donc en amont, en aval. Et si le sujet est matériel, hein, ça résulte de la double matérialité, et bien effectivement, il y a des informations à aller chercher sur des sujets qui sont connectés à l'entreprise, mais qui ne sont pas internes à l'entreprise. Voilà. De ces paramètres clés que j'évoque là, parce que pour moi, ils me semblent vraiment importants, c'est avec tout ça qu'on sort effectivement son jeu d'indicateurs applicables. Les indicateurs applicables, ils sont absolument structurants, puisque c'est avec ces indicateurs-là que le rapport de durabilité, hein, dans la partie publication, sera bâti. Donc, on comprend l'importance de l'analyse stratégique qui doit être faite avant de se lancer et de valider les indicateurs à retenir. Pour terminer sur cet enjeu et ce que pose la CSRD comme sujet, comme besoin, c'est une approche exhaustive. C'est-à-dire qu'on parle effectivement d'indicateurs, d'engagement, de trajectoire, de cibles. Donc ça, c'est des choses, quand on fait le parallèle avec la finance, on retrouve des choses similaires, et j'y reviendrai après. Ce qui est plus exhaustif, entre guillemets, c'est qu'on parle de ça, mais on parle effectivement aussi d'impact, de risque, d'opportunité, de plan d'action. En gros, on parle de stratégie et de moyens à mettre en œuvre. Et ça fait bien partie des ESRS. C'est pas annexe, c'est intégré dans ce qui est demandé dans la norme. Les aspects gouvernance et stratégie n'étant pas liés à est-ce que c'est matériel pour moi ou pas, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut se positionner si on est effectivement éligible à la CSRD. Et puis dernier mot, sur les indicateurs eux-mêmes, les fameux 1000 ou 1200 data points, une grande partie d'entre eux est
plutôt qualitatives ou semi-qualitatives. On n'est pas que sur des indicateurs quantitatifs, loin de là. Donc, il y a déjà pas mal à faire sur les indicateurs quantitatifs eux-mêmes, on le verra après. Mais voilà, il y a une majorité d'indicateurs qui sont descriptifs, plans d'action, etc., et qui font vraiment, voilà, donnent une coloration très dynamique à tous ces enjeux CSRD et besoin de reporting. Dans ce panorama, comment, voilà, par rapport à des besoins ESG, comment les EPM se positionnent et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Donc, c'est ce que je vais évoquer maintenant. Je vais prendre quelques grands enjeux ESG tels que CSRD, tels que je les interprète et comment on les voit, nous, chez Click Performance, et mettre en regard ce que, voilà, dans la corbeille EPM, qu'est-ce qui est déjà disponible pour travailler et commencer à élaborer une tactique en termes d'outils, de processus, pour répondre à un besoin de reporting, besoin de pilotage, ou les deux. Premier besoin côté ESG, la nécessité d'organiser un processus de collecte, avec une particularité, c'est que les sources peuvent être multiples. Donc, en regard de ce premier besoin, qui est basique, hein, c'est comment je récupère de l'info pour alimenter mes indicateurs. Là, les EPM, ils ont plusieurs choses à faire valoir, qui sont directement héritées de problématiques assez similaires qu'on a côté finance, hein, depuis des années. Une capacité, bien sûr, au travers d'interfaces, hein, et je mets interface au pluriel parce qu'il y a plusieurs modalités possibles, d'aller chercher la donnée là où elle se trouve et de la visualiser en temps réel, voilà, sans décalage. Ça, c'est assez commun aux 4 EPM, 4 grands EPM disponibles sur le marché. Au-delà de la collecte, il y a la capacité à organiser un processus, c'est-à-dire je collecte l'info, il faut peut-être que je la contrôle, il faut peut-être que je m'assure que ceux qui doivent la remonter dans les délais le font bien, etc., etc. Il faut que je la confirme, donc je la rejette si elle n'est pas de bonne qualité ou si elle déclenche des contrôles. Donc pour toute cette partie-là, tous les EPM aujourd'hui proposent des systèmes de workflow, donc qui vont permettre de faire interagir l'organisation qui est concernée, c'est-à-dire les contributeurs ou les valideurs, dans la remontée des données depuis les systèmes. Et les systèmes peuvent être variés et peuvent être aussi manuels en termes de saisie, vers l'EPM, de façon à ce que l'EPM ensuite puisse consolider les indicateurs. À partir du moment où la donnée rentre dans l'EPM, elle est auditable, c'est-à-dire qu'on peut suivre la transformation de cette donnée, soit parce qu'on opère des mappings, soit parce qu'on y applique des calculs. Et donc, tous les EPM ont une piste d'audit sur les données qui permet de la suivre, ce qui est voilà, quelque chose de à nouveau classique en finance, mais qui est, comme on l'a vu tout à l'heure, très important à prendre en compte dans la fiabilité du process côté ESG et CSRD. Et de manière générale, les EPM, ils vont avoir un degré, alors qui peut être variable hein, en fonction bien sûr des solutions, mais un degré de progicialisation hein, de ces process, avec certains qui vont être très automatisés ou automatisables. Il faut garder en tête que les EPM sont tous à paramétrer, entre guillemets. Là, je parle de fonctionnalités natives qui doivent ensuite être adaptées à chaque contexte, chaque client, chaque besoin fonctionnel. Mais voilà, en fonction des EPM, on va avoir un degré de progicialisation qui existe et qui peut aller assez loin, c'est-à-dire être très aidant et très structurant pour guider les utilisateurs. Deuxième grand besoin sur l'ESG, comment communiquer, partager les résultats, les objectifs sur des populations qui sont loin d'être uniquement, bien sûr, financières, mais qui sont les contributeurs, qui peuvent toucher toute l'organisation. Qu'est-ce que les EPM proposent en ce sens-là? Alors, dans les EPM, aujourd'hui, on a la capacité, déjà, je l'ai un peu évoqué sur la collecte, à travailler en mode collaboratif. On a également des capacités de restitution qui, voilà, sur les nouvelles générations d'EPM sont grandement enrichies et étoffées. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur, comme ce qu'on a pu connaître en finance, des tableaux de chiffres. On a bien sûr ça, toujours, ça a toujours de l'intérêt, mais on a des capacités de dashboarding qui sont assez poussées. Alors, à nouveau, les EPM sont, entre guillemets, pas tous égaux entre eux là-dessus, mais la capacité à mixer
de la saisie avec de la restitution, de la restitution chiffrée avec des graphes, des histogrammes, une vision beaucoup plus impactante et plus visuelle des données, des trends et des trajectoires. Ça fait aujourd'hui partie de l'offre des EPM. Et dans le contexte ESG, CSRD, c'est un atout très intéressant pour pouvoir partager l'information et qu'elle soit comprise par voilà, n'importe quelle fonction et qu'on ne s'adresse pas à une fonction ou à une communauté d'experts exclusivement. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est il y a un segment dans le processus de reporting qui est la publication, hein, finalement, qui est la fin d'un processus de reporting, que ce soit côté finance ou côté CSRD. Donc, on a capacité dans les EPM à fabriquer et à développer des documents qui vont mêler, combiner du texte, donc du narratif, avec des données issues de la consolidation des indicateurs. Et avec l'immense avantage, c'est que vous pouvez à la fois faire travailler les différents contributeurs à ce type de document en termes d'actualisation pour la partie narrative, en organisant un processus pour pouvoir suivre qui fait quoi à quel moment, éventuellement relancer. Et vous allez bénéficier en temps réel des données qui se sont consolidées dans le reporting des indicateurs qui sont dans l'EPM et qui vont s'actualiser en fait si jamais il y a des modifs. Donc il y a un aspect de productivité évident dans cette fonctionnalité qui a démontré son intérêt côté finance et qui est un bel atout pour l'exigence de publication qui est déjà inscrite dans les enjeux autour de la CSRD. Un troisième grand enjeu sur l'ESG, c'est, au-delà du reporting, c'est comment je peux organiser un pilotage de mes actions, de mes indicateurs. Ça, c'est la vision dynamique que j'évoquais de la norme. Pas uniquement sur un temps court, mais sur un temps plutôt long. Donc, face à ça, on a dans les EPM une capacité de modélisation qui est un peu dans l'ADN de chacun des EPM. Un board, par exemple, qui est complètement ouvert là-dessus. On part d'une feuille blanche, et donc on a une liberté totale sur la manière de modéliser les choses en termes de modèles de données. On a aussi un enjeu, bien sûr, c'est qu'en modélisant une structure d'indicateurs pour répondre aux besoins de la CSRD, on va inévitablement se poser la question si on a déjà un EPM ou si on a de toute façon déjà un système finance, comment on va partager un peu les référentiels entre les deux domaines. Quand je parle de référentiel, et voilà, mon périmètre d'entité, est-ce que ça doit être le même ou est-ce qu'on doit penser différemment? Il y a des indicateurs qui peuvent être un peu communs entre ce que je suis en finance et ce que la CSRD va me demander. Les scénarios, j'évoquais la capacité à faire de la prévision, qui est un grand classique en finance sur un temps à l'année N+1 ou en pluriannuel via un plan. CSRD, on va avoir cet enjeu autour des cibles et trajectoires sur des temps plus longs, 2030, 2050. Dans l'EPM, on va pouvoir modéliser tout ça. Et on va pouvoir appliquer cette intelligence financière qui répond aux besoins classiques de la finance. On va pouvoir le faire également sur les indicateurs et les cibles. On va pouvoir établir des trajectoires année par année, les documenter, entre guillemets, et puis les versionner, les suivre, les actualiser en fonction des résultats obtenus, etc. etc. Dernier point un peu généraux sur toutes ces fonctionnalités. En termes de capacité d'évolution, les EPM, ils sont plutôt bien placés dans ce registre-là. Comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, quand on met en place un EPM, on met en musique un certain nombre de fonctionnalités par rapport aux besoins fonctionnels. On fait le lien entre les deux, besoins fonctionnels d'un client et on utilise et on agence les fonctionnalités en fonction de ses besoins pour répondre à l'objectif. Donc tout est dans la conception du modèle et dans le design qu'on va permettre et se donner les moyens de le faire évoluer dans le futur. Et puis un autre point qui est important, c'est que les EPM aujourd'hui, en termes de volumétrie de données, on ne voit pas tellement de limites. Donc moi, je considère que ce n'est pas un point
bloquant. On brasse déjà beaucoup de données côté finance dans ces outils et les enjeux de volumétrie peuvent être importants côté CSRD. Hein. J'ai évoqué 1000 data points et puis pour certains d'entre eux, il y a pas mal de données à aller chercher en amont. Mais c'est pas un sujet qui est bloquant, loin de là. Il n'y a pas de limite ou de préoccupation à avoir sur ce sujet. Si je continue la comparaison dans les fonctionnalités entre finalement les EPM aujourd'hui sur la finance, ils répondent à un certain nombre de sujets et comment finalement ça aide dans la réflexion autour d'un besoin de reporting CSRD ESG. Quand on prend un process classique finance, donc je collecte mes infos, j'opère des calculs de tous ordres, je consolide notamment, et puis après je restitue. Et sur deux aspects, deux de ces trois étapes, il y a quand même des différentes intensités qu'il faut bien avoir en tête et qui constituent des complexités un peu plus fortes côté CSRD, ESG que côté finance aujourd'hui. Donc dans la collecte, j'ai évoqué tout à l'heure des sources de données variées. Autant côté finance, on a, entre guillemets, un peu réglé le problème en s'appuyant principalement sur l'ERP. Alors, on peut en avoir plusieurs et avoir un paysage applicatif assez riche, mais grosso modo, l'ERP est quand même la source principale des données quand on souhaite aller vers la consolidation, vers qu'elle soit statutaire ou de gestion. Côté ESG, on a un paysage qui est beaucoup plus varié. C'est-à-dire qu'on va éventuellement retrouver bien sûr le RP qui peut être une source, mais on va aussi trouver potentiellement plein d'outils métiers en interne dans son organisation, côté RH, côté industriel, si on est dans le secteur industriel, côté logistique. On va aussi trouver de la donnée ESG qui va être dans Excel, parfois dans Word. Et puis on va aussi avoir de la donnée qui n'est pas dans ses propres systèmes, qui va être à l'extérieur, chez les fournisseurs, dans des cadres de référence, par exemple, facteur d'émission. Voilà. Donc ça, c'est une vraie particularité côté ESG, c'est qu'on a, en termes de sources de données, eh bien, on a un paysage qui est très vaste. Alors, les EPM aujourd'hui, ils sont capables d'aller chercher la donnée dans ces différentes sources. C'est plus un enjeu de design, en fait, mais les modalités et les fonctionnalités, que ce soit saisie, interface ou connecteur, elles sont disponibles, elles sont panachables en fonction des sources. Et donc, les EPM sont capables de répondre à ça. Le seul cas où l'EPM ne pourra pas faire de miracle, c'est le point d'interrogation que j'ai mis dans le slide en bas, c'est quand la donnée n'existe pas. Là, pour le coup, effectivement, ça renvoie à la phase amont que j'évoquais tout à l'heure, en revue stratégique, c'est comment j'organise ma data, où est-ce que je la localise par rapport aux indicateurs que j'ai déterminés comme étant pertinents pour le suivi de mes enjeux CSRD. Sinon, pour tout le reste, entre guillemets, il y a une solution dans les EPM pour aller capter l'info. Deuxième élément de réflexion, c'est sur la partie restitution. Côté finance, on a deux grandes normes au niveau mondial, IFRS, US GAAP. Après, on a les normes comptables nationales, bien sûr. Mais si on se place dans un cadre international, on en a deux. Bon, donc c'est deux majeures. Elles sont toutes très riches, mais elles sont en nombre limité. Côté ESG, à nouveau, là, on a un paysage qui peut être source de confusion, dans le sens où on a des cadres de référence volontaires qui ont émergé il y a déjà plusieurs années, et qui ont notamment émergé parce qu'il n'y avait, entre autres, pas de normes, finalement. Donc on trouve par exemple le GRI, donc Global Reporting Initiative, TCFD, CDP sur la carbone. On va trouver des labels par activité. Voilà, donc on a une foultitude de choses qui sont aujourd'hui utilisées en mode plutôt volontaire par les entreprises qui choisissent d'adhérer, puisque c'est un gage assez logique finalement de transparence et d'indépendance en appliquant ces démarches-là. Et puis maintenant, on a la CSRD, donc une des grandes caractéristiques, c'est qu'elle est, là pour le coup, c'est une norme avec les ESRS, donc on n'est pas dans un cadre volontaire, on rentre dans un monde où on a des obligations quand on est éligible. Et donc, dans les EPM, on verra dans ce qu'ils proposent,
on a la capacité à flécher les indicateurs si on est par exemple sur le GRI et puis qu'on a voilà, en même temps les ESRS à faire. Bon, déjà les ESRS, il y a une certaine interopérabilité entre le référentiel des ESRS et puis certains de ces cadres de référence. CSRD, l'Europe n'est pas repartie de zéro là-dessus. Mais dans les EPM, on va avoir la capacité à voilà, flécher les indicateurs pour dire bah, voilà, celui-là est tel référentiel de tel autre. Et donc ça va faciliter éventuellement ce travail ou cette clarification dans un paysage de normes maintenant au travers de la CSRD qui s'installe et de tous ces cadres de référence volontaires qui existent et sur lesquels un certain nombre d'entreprises, bien sûr, communiquent déjà depuis des années avec. Pour continuer sur la réflexion de l'intérêt des EPM par rapport à ces enjeux, ces besoins CSRD, si vous êtes dans un cas où vous avez déjà un EPM et vous, pour les besoins financiers, besoin de reporting financier, il paraît assez naturel de réfléchir par rapport aux besoins CSRD. Voilà, je devrais pouvoir l'inclure, étendre le domaine fonctionnel de mon EPM sur ce sujet-là. Ça paraît une piste assez naturelle. Si vous êtes dans une réflexion sur, j'ai un certain nombre d'outils aujourd'hui pour gérer mes process finance et qu'il y a une réflexion autour peut-être de faire évoluer tout ça et de regarder la piste PM, plateforme, capable de gérer de multiples process finance. Ça a aussi beaucoup de valeur de côté à l'intérieur de ça, tout ce reporting et ces besoins autour de la CSRD, parce que dans un plan de transformation finance, si telle est la situation, faire levier sur le PM comme une plateforme capable d'intégrer également du reporting CSRD extra-financier, partager un certain nombre d'éléments en termes de conception, ça a aussi beaucoup de sens. Par rapport à des outils pure player qui ont toutes leurs valeurs par ailleurs, puisqu'ils ont une démarche complète et totalement intégrée, le PM va avoir l'intérêt, en tout cas la valeur de ne pas créer de silos, puisqu'on va être au sein d'une même plateforme. Et l'enjeu va, entre guillemets, se déplacer sur comment concevoir un ensemble cohérent entre finance et CSRD ou ESG de manière générale. Et puis, il y a un dernier aspect qui est pas neutre dans la réflexion et l'intérêt de l'EPM, c'est qu'avec un outil plateforme qui peut héberger les deux grands domaines, il y a également, au-delà de la mutualisation en termes de contenu fonctionnel et de collaboration des différentes équipes, un aspect financier évident au travers de la mutualisation des coûts de maintenance pour la partie maintenance opérationnelle de l'outil. Voilà, donc du domaine financier vers l'ESG, on peut réfléchir et on peut utiliser l'EPM pour accompagner une démarche qui peut être plus large, qu'on soit en réflexion sur un changement de braquet sur les outils ou l'ajout en fait, d'un domaine CSRD extra-financier dans un EPM déjà en place. Alors maintenant, si on passe sur les contenus ESG et CSRD dans les différents EPM, donc là, je fais un très rapide panorama des quatre sur lesquels nous, Cli Performance, on travaille. Présenter en fait ce qu'ils proposent. Alors, là, j'ai évoqué les fonctionnalités. On comprend que ces fonctionnalités, elles, à des degrés variables, déjà, elles existent toutes dans les quatre. Elles peuvent avoir une intensité un peu différente, mais voilà, elles font toutes partie de choses qu'on trouve et qui vont permettre de répondre à ces enjeux de process, de compliance, d'audit, de workflow, etc. Quand on arrive sur les contenus vraiment ESG, CSRD qui peuvent être intégrés dans les EPM, là, ils ne sont pas tous au même niveau de maturité. Ça, c'est un premier constat. Quand on regarde Tagetik, qui est aujourd'hui, à notre connaissance, celui qui propose probablement le plus de choses aujourd'hui sur étagère. Donc, dans Tagetik, qui est un EPM plateforme unifiée avec un barycentre finance très fort, très structuré, et beaucoup d'intelligence financière par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure. Tagetik propose aujourd'hui plusieurs choses. Un module autour de la taxonomie, je ne l'ai pas évoqué, je parle beaucoup de CSRD aujourd'hui, mais il y a également la taxonomie qui est déjà un processus qui
qui est à l'œuvre aujourd'hui en termes de reporting. Donc ça fait partie de ce que propose en termes de contenu Tagetic, entre éligibilité, alignement, sur trois secteurs. Et puis, il y a une démarche ESG qui est modélisée dans Tagetic. Donc, depuis la structuration au travers de questionnaires de l'analyse de double matérialité que j'évoquais tout à l'heure, qui permet de déboucher sur voilà, les indicateurs qui sortent au terme de cette analyse, lesquels sont-ils? Et donc, ils sont puisés en fait dans la bibliothèque des indicateurs qui constituent les 1000 data points que j'évoquais tout à l'heure dans ESRS. Ça, c'est disponible dans l'outil. Alors, bien sûr, l'analyse de double matérialité, elle a une valeur par les réponses que l'on fait. Hein. Et là, la qualité des réponses influe fortement sur la pertinence des indicateurs qui peuvent en sortir. Mais disons qu'il y a un cheminement qui est disponible et qui permet d'accompagner en fait cette démarche. Il y a également les indicateurs du cadre de référence GRI que j'évoquais tout à l'heure, qui sont dans le contenu embarqué. Tout ce contenu ESG, il est développé dans Tagetic. Dans Tagetic, il y a une sphère finance et puis il y a une sphère beaucoup plus ouverte qui s'appelle AIH. Donc, ces modules et ces éléments-là sont développés dans AIH. Et puis, il y a également un module sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur la partie publication, Disclosure Management, qui est assez poussé et qui permet de créer et de formaliser pour des rapports plutôt stables, donc par exemple de publications externes, mais ça peut aussi marcher pour une publication interne stable et récurrente, des rapports mêlant texte, données et dans un mode collaboratif pour les élaborer. Et puis il y a également dans l'offre de l'éditeur, il y a un module Enablon, alors qui est distinct de Tagetic lui-même, qui lui est plutôt orienté sur la collecte de données opérationnelles très détaillées autour de l'ESG. Aujourd'hui, les deux modules peuvent communiquer, mais ils ne sont pas naturellement intégrés au travers de la même solution. Concernant Oracle, donc Oracle a aussi bien sûr une suite complète d'outils autour des sujets finance. Donc là, on a un accélérateur de projets de reporting ESG dans les contenus ESG qui sont proposés. On a tous les indicateurs du GRI, donc ça présente à peu près 800 indicateurs. Et on va également trouver maintenant des indicateurs de la CSRD et également un calculateur d'émissions carbone. Voilà. Et combiné avec les fonctionnalités autour de collect, data management, organisation du process, capacité à descendre dans le détail de la donnée, bon, qu'on trouve chez Oracle et qu'on trouve chez les autres, mais entre autres chez Oracle, on va pouvoir combiner l'ensemble. Il y a aussi un peu de prédictif et des fonctions d'alerting qui sont pas inintéressantes à avoir en tête, notamment quand on a des données sur lesquelles on veut pouvoir les mettre en avant si, par exemple, elles ont un côté un peu suspect, un côté aberrant. Après, on détermine si, effectivement, c'est tout à fait normal ou s'il y a une correction à faire. Voilà, ça fait partie de ce qu'aujourd'hui propose Oracle pour, dans le cadre d'une réflexion et d'un projet de reporting sur les indicateurs CSRD, ne pas démarrer d'une page blanche. Dans OneStream, plateforme également unifiée, dont l'ADN est vraiment sur la simplification de tous les flux et process finance. Là, on va également trouver un accélérateur de projet avec un focus qui est fait sur un calculateur d'émissions carbone à nouveau, scope 1 et scope 2, avec des réflexions en cours sur l'étendre aux problématiques du scope 3, émissions indirectes. Et donc ce calculateur, il est aujourd'hui disponible sur la marketplace de OneStream, qui propose un certain nombre d'applications disponibles pour ceux qui utilisent aujourd'hui OneStream. Et donc combiné avec l'intelligence financière et les différentes fonctionnalités natives que j'ai évoquées tout à l'heure, et sur OneStream, on a notamment côté workflow, capacité d'organisation très poussée d'un process de remontée d'informations. On a la capacité à intégrer ce blueprint qui est livré avec deux options, c'est-à-dire disons deux volontés. On peut le faire tourner dans une application OneStream, mais on peut aussi l'intégrer et le raccrocher à un existant qu'on aurait déjà dans OneStream côté finance.
et l'articuler avec ce qu'on peut déjà être amené à traiter en termes de consolidation et d'indicateurs financiers. J'ajouterais que nous, Cli Performance, on travaille sur également un pré-paramétrage pour compléter ce blueprint sur les indicateurs ESRS eux-mêmes. Donc ça, c'est un travail en cours et dont l'objectif est que voilà, on puisse en faire la démo dès que possible, de façon à venir compléter ce contenu fonctionnel sur le SG. Et enfin, sur Board, donc, qui est quatrième EPM, donc, qui est un EPM, lui, très ouvert, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, il traite bien sûr de finance, mais il peut traiter de n'importe quel type de données opérationnelles. Là, on va trouver à nouveau un calculateur d'émissions CO2 basé sur le GHG, avec des exemples autour du scope 3, également des choses scope 1 et 2. Dans Board, ce qu'on va également avoir en termes d'atouts dans les fonctionnalités, c'est voilà, une capacité de simulation qui est très souple sur tout type de données, qu'elles soient financières ou CSRD. Il n'y a pas de frein. Une gestion entre niveau agrégé, niveau détaillé, bottom-up, top-down, qui est très intéressante dans Board, très fluide. Et le dernier élément qui est aussi un atout super important chez Board, c'est la capacité de restitution et de dashboarding, où on peut faire des choses très poussées. Alors, ça a un grand mérite déjà côté finance, bien sûr, mais côté ESG, CSRD, que ce soit pour de la publication ou du partage de l'info, là, on a des ressources en termes de restitution qui sont très pertinentes et qui apportent énormément par rapport aux besoins de partage de l'info et communication des infos ESG. Donc voilà pour le panorama à la fois des fonctionnalités et des contenus. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir un intérêt certain quand on est dans une démarche de comment je m'outille et comment j'organise mes processus et sur quoi je peux déjà m'appuyer pour démarrer cette réflexion. Maintenant, si on va sur la démarche Insight ESG, qui est donc notre démarche chez Cli Performance en termes de comment approcher ces sujets et quelle offre on propose autour de ça. Nous, on a aujourd'hui deux piliers, à la fois une démarche de conseil sur les choix d'outils et puis une démarche d'intégration complète. Le tout sur la base d'une vision partagée de vos enjeux ESG, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous voulez aller. Donc on a bien en tête que la CSRD devient de facto un objectif aujourd'hui, incontournable, si on est éligible, et le scope est large. C'est important, effectivement, de comprendre en premier, sur ce chemin de maturité et de compréhension de tous ces besoins, eh bien, où est-ce que vous en êtes? Et en fonction de ça, on peut tout à fait déterminer que, oui, la maturité est là, et donc il y a tout de suite des questions autour des outils, choix d'outils. Et donc là, on va, nous, être en capacité d'accompagner au travers de la connaissance qu'on a des différents critères de reporting ESG, notre vision indépendante et pragmatique, en fait, des outils EPM, avec une approche à la fois, bien sûr, technique, mais surtout fonctionnelle, c'est-à-dire, finalement, où sont vos points saillants fonctionnels, que ce soit pour la CSRD, mais également pour la finance, si vous intégrez cette dimension également dans la réflexion, de façon à proposer des critères de choix qui sont adaptés, en fait, à votre situation, et dans le but de pouvoir procéder à un choix d'outils de la façon la plus éclairée possible. Si, effectivement, dans la démarche, vous êtes encore en amont, on est aussi capable de proposer d'autres options qui seront plutôt via certains partenariats que nous avons pour accompagner sur la démarche un peu stratégique que j'évoquais tout à l'heure, qui, elle, est en amont, finalement, de l'étape où on passe dans le concret de quel outil ou quel choix d'outils et ensuite quelle mise en œuvre. Donc, démarche conseil-outil et puis démarche intégration complète du cadrage général jusqu'au cadrage détaillé de l'ensemble des besoins ESG. Ça peut être un existant pour faire en 2024 une déclaration de performance extra-financière, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on a réalisées et qu'on continue à faire.
Bien sûr, mesurer et qu'est-ce qui sépare, voilà, et voir ce qui doit être complété pour répondre à la CSRD. La mise en œuvre, testing, implémentation, mise en production, et puis on est bien sûr aussi capable d'accompagner sur la maintenance pour les évolutions futures. Et on peut logiquement et raisonnablement penser que sur la, les enjeux CSRD, on aura des évolutions dans le futur. Donc, ce sujet-là est aussi un point important sur lequel on est en mesure d'accompagner, de répondre aux besoins. Au travers des projets et des initiatives que nous, Click Performance, on a démarré ou achevé, sur lesquels on travaille dans les enjeux CSRD, un retour d'expérience sur différents points qui me paraissent importants. Pour ce qu'on constate, c'est que dans les groupes ou les entreprises qui aujourd'hui publient déjà des choses sur le reporting ESG, on a des documents, notamment la DPEF, qui sont bien structurés, bien sûr, de bonne qualité, même très grande qualité. Parfois, les process en amont voilà, ont des enjeux, des gisements de productivité très importants. Donc là, il y a un enjeu de productivité qui est clé et sur lesquels les EPM, bien sûr, ont toutes les réponses et tous les atouts que j'ai évoqués tout à l'heure. Un deuxième retour d'expérience qui est important, c'est ce que j'évoquais un peu précédemment, la modélisation des indicateurs CSRD, elle s'appuie sur cette fameuse revue stratégique. Donc, c'est important de la mener. Ne pas l'avoir fait et se projeter directement sur les indicateurs, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, d'un point de vue CSRD. Donc, c'est sûr que pour la démarche d'outillage, cette revue stratégique, elle est importante, elle est même incontournable. Après, ça n'empêche pas de démarrer sur un existant, et puis après, on l'a fait dans certains cas, et puis d'accompagner, et là, de se poser des préoccupations très concrètes sur le modèle de données, c'est-à-dire on le bâtit pour l'existant, c'est-à-dire des choses que l'entreprise communique déjà aujourd'hui, qu'elle publie, et on va s'attacher à comprendre, malgré tout, dans les points qui vont manquer par rapport à la CSRD, donc soit au travers d'une gap analysis que mène l'entreprise en parallèle, et comment le modèle il pourra, dans un deuxième temps, s'enrichir, en limitant le rework. Troisième retour d'expérience, c'est important de prioriser. Il y a tellement d'indicateurs entre les qualitatifs et les quantitatifs, voilà, que j'évoquais tout à l'heure. Ça paraît du bon sens, mais c'est pas idiot de se dire on commence déjà par les quantitatifs, et puis après le qualitatif, il peut suivre, il peut s'imaginer, mais voilà, il y a un enjeu de priorisation qui est pas neutre. Dernière réflexion, entre plug and play et accélérateur de projet, entre EPM plateforme et puis des outils plutôt best of breed, donc qui vont être concentrés vraiment sur le domaine, et puis même les pure players, ceux qui font l'ESG de bout en bout. Aujourd'hui, les EPM, ils sont plutôt selon nous, dans la catégorie accélérateur de projet, c'est-à-dire qu'ils proposent des contenus, mais après, il y a du design à faire, il y a du projet, parce qu'il faut soit adapter, soit customiser. Donc ça, c'est un point important. Je dirais que dans les best of breed, qui ne sont pas des EPM, mais qui vont proposer des fonctionnalités pour répondre à des besoins de CSRD, il y a potentiellement aussi de la customisation à faire, ou en tout cas créer des indicateurs qui correspondent à ceux sélectionnés dans le cadre de votre analyse CSRD par rapport aux EPM. Par exemple, un Workiva qui fait du disclosure management, qui est son ADN, il propose des choses pour faire la même chose sur la partie CSRD. Il y a malgré tout un modèle de données à bâtir sur la base d'un cockpit qui existe. Voilà. Après, par rapport aux pure players qui vont avoir une approche totalement packagée, donc beaucoup plus plug and play, la réflexion, elle doit s'ouvrir sur le fait que soit on a, en fonction de l'urgence du besoin et de la stratégie en termes d'intégration avec la finance, et ça dimensionne potentiellement un plan programme, ou si on souhaite aller très vite, effectivement, les pure players, ils vont avoir des vrais atouts, bien sûr. En revanche, si on a une démarche un peu plus ouverte ou un peu plus au-delà de la CSRD, entre guillemets, notamment la partie finance, avec des réflexions sur l'intégration des deux, il y a bien sûr dans les EPM des vraies réponses pertinentes pour ces sujets. Et puis, dernier point, dans la modélisation, je l'ai évoqué déjà plusieurs fois, les points d'adhérence entre finance et ESG, on s'attache à les regarder, bien sûr, en design et en implémentation, parce que c'est comme ça qu'on fait un levier naturel sur les capacités de l'EPM.
Donc en synthèse, je vois qu'il est déjà 15h20, ben, par rapport à vos enjeux, si je résume un peu les grands enjeux qui aujourd'hui se posent par rapport à l'ESG, ben, le premier, c'est définir et mettre en œuvre des processus de reporting fiables sur les indicateurs ESG. D'une part, comment je peux y répondre au travers voilà, par rapport aux exigences de la CSRD, pardon, ben, et les ESRS, comment je peux déterminer quel est le bon outillage et les bons processus. Et puis, troisième enjeu, qui peut venir dans un deuxième temps, qui peut être articulé différemment, bah, tout le pilotage des actions ESG. Et donc, en face de ces enjeux, eh bien, on a, voilà, nous, on considère qu'il y a trois couches, hein. Bah, il y a des fonctionnalités natives des EPM dont j'ai brossé rapidement le panorama pendant la présentation. Tous les contenus et les différents contenus en fonction des EPM et dont on a vu qu'ils sont voilà, variables et qui constituent des accélérateurs de projets très intéressants. Et puis bah, la démarche conseil et intégration qui, pour nous en tant qu'intégrateurs, va être une mise en musique en fonction de vos besoins des différentes fonctionnalités en fonction de l'outil sélectionné. Je vous remercie pour votre attention et de m'avoir écouté. Je vous propose de passer sur des questions si effectivement il y en a. Alors, il y a une question sur quelles sont les modalités de collecte dans les EPM. Donc, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On a au travers des EPM plein de possibilités de collecte, de la saisie, des interfaces, des interfaces ouvertes, voire les connecteurs, où là on va totalement automatiser l'ensemble du processus entre les sources ou la source et l'EPM lui-même. Donc on a une grande variété de possibilités et on peut tout panacher, on peut tout panacher. En fonction des besoins fonctionnels, on peut panacher les différentes modalités entre elles de façon à opérer une collecte fiable dans l'EPM. Alors, autre question. Alors, pourquoi la solution Clearit ne fait pas partie de votre sélection? Alors, effectivement, on s'est focalisé sur les EPM. Il y a effectivement un certain nombre de pure players qui proposent des solutions 100% ESG. Je ne les ai effectivement pas tous mentionnés là, mais bien sûr qu'ils existent et bien sûr qu'ils ont une valeur dans une démarche complète. Au cas particulier de Clearit, on n'a pas regardé effectivement en détail à notre niveau cette solution, comme le reste des pure players. Dans les solutions hors EPM, il y a également, je l'ai évoqué, Workiva, il y a Cash Shuttle, voilà, et d'autres qui vont se positionner aussi avec des contenus autour de ces sujets CSRD. Alors, autre question, comment gérer l'audit des données qualitatives dans la solution OneStream, par exemple? Alors, les données qualitatives, on a des possibilités dans OneStream. Alors là, les EPM ne sont pas tous égaux hein, dans la capacité à saisir du texte ou des commentaires. On a capacité à développer des choses avec du texte ouvert. C'est sûr que le premier besoin auquel répond naturellement l'EPM, c'est la donnée quantitative. Mais voilà, on a capacité à organiser des indicateurs avec des libellés libres, notamment, qui vont permettre de collecter des données qui sont pas strictement quantitatives. Et puis il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est sur la partie publication, la capacité aussi à avoir du narratif et donc des descriptions de plans d'action mélangées et combinées avec des variables quantitatives hein, dans la partie publication. Alors, je vois une autre question. Comment les EPM répondent aux enjeux d'extrapolation sur une collecte de données incomplète? Et comment rester auditable dans ce cas? Alors, aujourd'hui, il y a un peu
J'évoquais un peu le prédictif dans le cas d'Oracle, sur la capacité et sur l'alerting, sur la capacité à spotter des données qui seraient éventuellement incohérentes, hein, mais qui après, c'est celui qui analyse les données qui va pouvoir déterminer si effectivement tel est le cas. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. En termes d'extrapolation, quand on établit des cibles et des trajectoires, on est capable de mettre en place des règles de calcul, alors qui sont entièrement customisables, pour organiser une projection ou élaborer une projection, comme on le fait en finance, sur des données et des indicateurs CSRD, notamment les cibles, hein, sur les indicateurs environnementaux. Donc ça, c'est entièrement possible, parce que là, c'est vraiment du modèle de données qu'on étend, modèle de données hérité de la finance, qu'on étend sur un temps plus long, donc au travers d'un scénario, au travers de la temporalité. Ça, on est parfaitement en capacité de gérer des extrapolations, de les fabriquer, de les historiser, et puis de les comparer, bien sûr, avec du réalisé. La question de l'audit, bah, sur la partie data, on l'a dans les EPM. Ça, c'est disponible. Donc, on est capable voilà, dans le cadre d'une trajectoire, soit parce qu'on l'a versionné, soit parce qu'on l'a historisé, soit parce qu'on a fait les deux, d'être en capacité voilà, de pister, en fait, comment le chiffre a été élaboré, surtout si on y a injecté, en fait, des modalités de calcul, des règles, etc., etc. Voilà, je crois qu'on arrive au bout des questions dans le chat. Eh bien, écoutez, je vous remercie à nouveau pour votre attention. Vous aurez le replay du webinaire qui sera bien sûr mis à disposition. Et puis, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Mes coordonnées sont dans les slides pour voilà, vous accompagner et discuter sur vos différents besoins et sujets ESG et CSRD maintenant, dans la perspective d'être à la fois compliant et dans voilà, la création d'une performance durable. Merci à vous, très bon après-midi et fin de journée à vous tous. Au revoir.